Les rencontres de l'heure. C'est une mesure de paresseux. Francis Gosselin. Qu'est-ce que tu fais d'envoyer de l'argent à du monde qui gagne 98 000 par année? T'sais? La rencontre, Barry Gosselin. C'est pas notre cas. Nous, on est très heureux dans le métier qu'on fait, mais il y a plusieurs personnes, Francis, qui sont tannées de leur job selon un sondage. Que du bonheur à Cube Radio, Jean-François Barry, mais effectivement, et ils ne sont pas seuls, ceux qui nous écoutent et qui pensent changer d'emploi. Selon un sondage récent, ce serait 4 personnes sur 10 au Canada qui quand même cherchent. beaucoup, hein? Oui, c'est quand même beaucoup. Puis ce qui est plus étonnant, en fait, on a souvent des préjugés comme ça, là, mais ce qui est plus étonnant pour moi, en tout cas, de voir ce chiffre-là, c'est que si tu décortiques ça par génération, 64% de la génération Z serait prête là, dans les 12 prochains mois à changer de job. Ça, les Z, c'est... C'est les plus jeunes. Là. Je n'ai pas les dates exactes, mais je pense que c'est après... Ils sont en vingtaine, là, genre. Ouais, c'est début de carrière. Là. Comme moi, je suis comme un vieux millénial. Là. Mettons, je suis né en 82. Ouais. Ça se termine, je pense, en 98. Après ça, tu as la génération Z qui est 98 à je sais pas quoi. Là. Ouais. Mais je suis moyennement étonné. Oui, non, mais c'est quand même... Parce que... Je veux dire, c'est normal en début de carrière de peut-être être plus mobile, là, puis de chercher plus des opportunités, mais tu pourrais penser que, mettons, si un employé, idéalement, vise à faire 3 ans dans un emploi, là, je vais faire une petite règle du pouce très arithmétique, mais qu'à chaque année, tu aies un tiers qui veulent changer, là, ça veut dire essentiellement que le monde, il reste vraiment pas longtemps en emploi. Là. Si à 64% des gens veulent bouger, c'est qu'à la limite, les gens, ils font 1 an puis ils partent, là, ou en fait 1 an et demi. C'est quand même un très court laps de temps pour apprendre un job, une culture organisationnelle, se développer. Puis là, tout mais ça, moi, j'ai des amis qui ont des PME, puis ça, puis c'est ce qui me raconte qu'il y a tellement de mouvements que, par le temps il y a beaucoup de dépenses par le temps de former quelqu'un. Oui, ben c'est ça, tu le formes, exact. puis tout ça, puis finalement, il s'en va. Mais ces jeunes-là, ils vont bouger plus que nous. Nous autres, mais c'est on juste avait du point tendance Moi, je me mets du point de vue de l'employeur, c'est frustrant, ça, on est totalement d'accord. Moi, je me mets juste du point de vue de l'employé, là, comme je suis, comme tu sais. Ouais. C'est qu'à un moment donné, tu arrives à quelque part, ça te prend 1 mois ou 2, tu te figurer, c'est le who's who, là, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait ici? Je veux dire, même si tu as un job de designer graphique ou de... c'est d'apprendre la machine. La machine. Ouais. Là, après ça, souvent, tu deviens bon, puis là, comme tu dis, tu développes peut-être quelques compétences. 1 an, c'est un très court laps de temps pour vraiment se développer comme employé. Et, généralement, ça prend... C'est pour ça, là, puis j'invente pas ça, la plupart des études sont assez convergent là-dessus. Faire 2 ans et demi à 3 ans, c'est pas mal le cycle idéal de développement d'une personne. Puis généralement, que tu restes dans la même organisation ou que tu bouges, idéalement, tu changes. Fait qu'après 2 ou 3 ans, tu as une promotion, tu changes d'équipe, etc. Exact. Puis tu repars un autre cycle comme ça. Donc, quand je vois que 64% des jeunes veulent changer d'emploi dans la prochaine année, je me dis, peut-être qu'ils ne tirent pas le max de ce qu'ils pourraient de l'emploi qu'ils ont actuellement. Puis évidemment, là, les articles qui ont relayé la nouvelle sont pleins de recommandations. Là, mais on vit aussi une période actuellement, disons, plus incertaine du point de vue économique. Fait que c'est certain que si tu es un employeur où tu es depuis 1 an ou 2 ans ou 3 ans, ça peut être excitant de changer pour plusieurs raisons, plus de salaire ou plus de défis, etc. Mais tu vas être le dernier arrivé dans le nouvel emploi. Puis là, si récession il y a, si ralentissement se concrétise à la fin 2023, ben tu vas peut-être être le premier sur le bord de la porte aussi. Fait que c'est juste une drôle de période. En tout cas, fait que c'est un pensez-y bien aussi également. Je suis pas là pour vous dire de rester absolument dans votre emploi, mais c'est étonnant de voir des chiffres aussi élevés dans un contexte économique aussi incertain. Oui, puis la pénurie de main-d'œuvre, elle va peut-être pas être là à l'infini. Non, mais là-dessus, par contre, elle va être là longtemps. Ah ouais, hein? Parce que là, les jeunes, eux autres, c'est facile. Lâchent une job, s'en vont dans une autre, ils cherchent du monde partout. Ils l'affichent sur le bord des autoroutes. Là, comme tu sais, Jean-François, dans mes temps libres, je donne des conférences, puis un de mes sujets de prédilection, c'est macroéconomie, pénurie de main-d'œuvre. Puis ce que j'aime dire, là, c'est un peu un running gag, c'est que nous vivons actuellement l'âge d'or de la main-d'œuvre, parce que dans ma vie, là, dans les 20 prochaines années, il n'y aura jamais autant de main-d'œuvre qu'actuellement. Parce qu'évidemment, les gens qui quittent du baby-boom vont faire ça que le ratio de population active sur population totale décroît de manière assez arithmétique pour les gens 7-8 prochaines années. Fait que la pénurie de main-d'œuvre, à moins qu'il y ait un cataclysme économique, là, elle va être un fait marquant de notre existence, la tienne et la mienne. Ouais. Bon, tant mieux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tant mieux, tant pis. Si on veut s'acheter un condo, on est mieux d'être en couple. Oui, c'est ça exactement. C'est ce qui est rapporté, évidemment, parce que le marché actuellement est ce qu'il est. Donc, les prix ont beaucoup augmenté pendant la pandémie. Là, on vit une forme
de stagnation des prix. Mais évidemment, l'augmentation des taux fait en sorte que quand les banques vont calculer votre capacité de rembourser votre prêt hypothécaire, ils vont le calculer avec un prêt de sécurité. Donc, actuellement, le taux effectif, là, il est peut-être autour de 6,5, 7 %, ce qui fait que votre service de la dette, là, c'est-à-dire combien ça va vous coûter d'hypothèque à chaque mois, va être beaucoup plus cher qu'il ne l'était dans le passé. Puis ça, c'est juste une game de ratios. Là. Je ne veux pas vous emplater avec ça à la maison, mais il y a 2 ratios que les banques calculent. L'amortissement brut de la dette puis l'amortissement total de la dette. Là. Si ça vous intéresse, googlez ça. Là, c'est des ratios. Et donc, essentiellement, ce que ça dit, c'est qu'il y en a un qui est le calcul de comment tes obligations là, de base, là, ton hypothèque et quelques autres frais te coûtent. Et l'autre, c'est l'ensemble de tes coûts obligés, donc le chauffage, les frais de condo, ton paiement véhicule, ton paiement de carte de crédit, tes taxes. Puis là, il y en a un qui est 32 %, l'autre qui est 40 %, mais essentiellement, quand le taux d'intérêt est aussi élevé qu'il est actuellement, ça fait en sorte que même si tu gagnes un super bon salaire, 75, 100, plus 1000, le ratio ne fonctionnera plus. Ouais. Et donc, tu as tout intérêt à faire quoi? À trouver une personne qui gagne la même chose. C'est plus facile à 2. Soudainement, c'est ça. Fait que même si tu as de l'argent, tu aurais de l'épargne, tu aurais des parents qui voudraient t'aider, etc. En ce moment, c'est très difficile pour les célibataires d'acheter des propriétés, à moins de gagner des salaires de cardiologue, là, parce que les ratios ne fonctionnent plus pour les banques. Puis les banques, elles sont tenues à ça par les autorités fédérales. Fait que elles vous aiment bien là, comme membre ou client là, selon l'institution, mais éventuellement, elles ne sont pas en mesure de vous consentir un prêt. Ça fait évidemment en sorte qu'il y a beaucoup d'individus qui ont les moyens, qui ont été disciplinés dans leur épargne, qui seraient prêts à acheter, qui actuellement sont confinés sur le marché du locatif. Puis ça, moi, c'est un élément de réflexion. Ouais, ça, c'est pas le fun. Puis même d'inquiétude, je dirais, Jean-François, parce que autant... Bon, il y a une pénurie de propriétés, les mises en chantier ralentissent, mais là, ce qu'on est en train de voir, puis les célibataires en sont une des catégories, il y en a d'autres, des gens qui étaient sur le point de bouger du locatif à la propriété, puis ça, c'est un phénomène assez naturel dans la vie. Ces gens-là, maintenant, ils restent dans le locatif. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que le parc de locatif, lui, il est fini. Là. Il y en a X 1000 d'unités locatives au Québec. Là. S'il y a tous ces gens-là qui ne font pas le saut vers de la propriété, qu'est-ce qui se passe? L'offre étant égale, il y a plus de demandes. De là, ça va faire augmenter les prix pas dans le logement à acheter, mais dans le locatif. Puis là, déjà qu'on considère que les prix sont relativement élevés, là, je pense que la moyenne à Montréal, c'est 2000 $ par mois pour un 4,5. Ça, c'est fou. Imagine s'il y a tous ces gens qui allaient quitter des logements, donc qui allaient être de la demande de moins pour le locatif. Là, soudainement, ils restent. Donc là, la demande va juste faire comme un peu... Oui, puis ça, c'est pas dur à trouver. Là. Moi, j'en ai plusieurs personnes dans mon entourage là, qui disaient, bon, là, ça fait 2 ans qu'ils se disent ça. Là, je vais faire un move, là, je vais quitter mon logement, je vais m'acheter quelque chose. Puis là, finalement, soit ils passent pas à la banque, soit ils trouvent que là, ils vont être pris à la gorge. Exact. Puis là, ils restent dans leur logement. Puis mais la nouvelle, puis le calcul, en fait, c'est que c'est vraiment le calcul de la banque là, maintenant qui est rendu hyper défavorable au ce qu'on appelle un ménage célibataire, là, c'est-à-dire un individu seul qui veut acheter parce que forcément, comme je te dis, à moins de gagner des salaires faramineux, ta capacité, ton ratio d'endettement ne va pas te qualifier pour acheter grand-chose d'autre que une petite, toute petite propriété. Là. C'est pas une bonne raison pour se mettre en couple, cela dit en passant. On prend pas le premier sur le bord pour ça. Or maybe we do. Là, je sais pas. Non, mais blague à part, t'as tout à fait raison. Puis si je peux donner un petit conseil, je suis quand même l'économiste. Oui, t'as le droit à des conseils. Qui donne parfois des conseils. Ouais. Ne faites pas ça, justement, parce que tu sais, se mettre en couple pour acheter, à la limite, on se dit ça va être un bon placement, ça va me permettre d'accéder. Mais s'il y a bien une chose qui est pire que de se mettre en couple pour acheter un condo, c'est d'essayer de revendre un condo avec quelqu'un qu'on veut plus voir. Là, c'est-à-dire, la fin est pire que le début dans cette histoire-là. Surtout si ça arrive rapidement avec la taxe de bienvenue, ces choses-là. Les frais de courtier, possiblement, si vous vendez avec un courtier immobilier. Donc, effectivement, c'est un pensez-y bien, là, puis je suis tout à fait d'accord avec toi. Il ne faut pas se mettre en couple pour ça. Mais c'est sûr que, à l'échelle macro, là, on revient il y a 50 ans, là, les femmes qui n'étaient pas capables de s'émanciper des hommes, là, because là, la rémunération était inégalitaire. C'est un peu ça qu'on retrouve actuellement. Là, puis là, c'est pas les hommes ou les femmes, c'est les gens célibataires sont désavantagés par rapport aux gens qui sont en couple. Ce qui est quand même, je trouve, socialement, là, un vrai point d'interrogation. Totalement. Et on va finir en parlant du cartel de la viande. Il y a déjà eu le cartel du pain, maintenant, le cartel de la viande. J'adore ça, Jean-François Barry. Oui, effectivement, là, c'est un recours collectif qui essaie de faire la lumière là, sur le fait... déjà, les épiciers au Canada
Je t'ai-tu parlé de mon statut LinkedIn? Là? C'est rendu comme une institution dans ma vie. Là. J'ai fait un statut LinkedIn un bon après-midi à un moment donné. C'était comme une image, c'était comme pour rire. J'ai dit, il n'y a pas assez de compétition alimentaire au Canada. Puis bon, voici les 3 grands groupes. Tu as Loblaws, Metro et Provio. Ils détiennent plein de bannières. Là, fait qu'ils ont plusieurs marques d'épicerie, ils ont des pharmacies. Puis je disais, le manque de compétition fait en sorte qu'on paye trop cher au Canada. Je mets ça, tu sais, sur LinkedIn, des fois, on met des trucs. Pour le plaisir, je sais pas si tu utilises LinkedIn, mais non, moi, je fais ça, clic sur mon téléphone sans y penser. Comme moi, des fois, je fais un post Twitter ou Instagram. Mais toi, c'est plus sérieux. Oui, mais je fais ça régulièrement, puis tu sais, j'ai ma petite communauté, bon, puis on jase, puis tout ça. Écoute, je me lève le lendemain matin, j'ai comme 400 likes. Puis, écoute, je sais plus, j'ai arrêté de regarder, mais je suis rendu comme à 150 000 vues. Là. Je suis comme rendu un influenceur de l'économie nationale canadienne à cause d'un statut sur l'alimentation. Puis bref, là où je veux en venir, c'est que effectivement, il y a une demande d'action collective qui reproche à ces bannières-là d'avoir fixé le prix de la viande. Et quand on dit fixé, là, ça rappelle donc cette notion de cartel. Un cartel, c'est quoi? C'est quand quelques acteurs, souvent peu nombreux, comme c'est le cas dans l'alimentation, se parlent. Puis en principe, quand tu fais de la concurrence, hein? T'es pas supposé te parler, t'es supposé dire à lui, vend ça, je vais vendre moins cher. Si on vendait toutes 2 piastres de plus, on ferait toutes 2 piastres de plus de profit. Mais essentiellement, c'est ce que reproche cette action-là. Et donc, que les ménages auraient payé des milliards de dollars en surplus, évidemment, à coût de 2 piastres. Mais t'imagines le marché de la viande, du poulet, du poisson au Canada. Et donc, ça a été déposé en Cour supérieure du Québec. Et donc, ça vise là, un certain nombre d'acteurs, Metro, Loblaws, Walmart, Weston, Maple Leaf. Donc, il y aurait eu pas mal d'acteurs là-dedans. Évidemment, ce sont des allégations. Hein. On ne dit pas que c'est le cas, mais tu te rappelleras, puis c'est là où le parallèle, le cartel du pain. Là, ça me fait toujours un peu rire. Il y a eu un règlement, on en a parlé plus tôt cet été. Exact. Là, de ça, là. Mais là, la question, c'est est-ce qu'il y aurait eu une pratique similaire dans le domaine de la viande? Puis moi, encore une fois, ce sont des allégations. Ça reste quand même que c'est des allégations qui sont sérieuses, étayées. Et donc, il y a des preuves là, qui ont été déposées en cours. Et là, moi, ma réflexion, là, avec un peu de recul, c'est, bon, il y a eu un cartel du pain. Là, mettons que c'est avéré qu'il y a un cartel de la viande. Mon petit statut LinkedIn dont je te parlais, il a fait du ménage probablement parce que les gens sont pas dupes. Là. Il y a quelque chose qui se passe dans le domaine de l'alimentation au Canada. Tu sais, un cartel du pain, un cartel de la viande. Demain, ça va être le cartel des pommes, tu sais, Granny Smith. Là, mais tu sais, il pourrait l'avoir pour tout, dans le fond. Oui, mais pour tout dans le domaine alimentaire. Tu comprends? Puis ça réitère le problème qu'on a au Canada avec trop peu d'acteurs dans ce secteur-là qui ont... Tu sais, quand t'es 3, c'est plus facile de te parler que quand c'est des dépanneurs sur l'île de Montréal. Tu comprends qu'il y en a comme 42 000, puis qu'à un moment donné, il n'y a pas un... Si tu te fais un meeting de 42 000... il va toujours avoir un dissident dans la gang qui fait « Non, moi, j'embarque pas dans votre affaire. » Mais à 3, 4, c'est facile de se mettre d'accord. Puis donc, je reviens là-dessus, c'est un enjeu vraiment de concurrence. Le Bureau de la concurrence, dans son rapport récemment, en début d'été, avait dit le problème des prix de l'alimentation au Canada, c'est un manque de concurrence. Fait que là, tu sais, j'invite les auditeurs, mais éventuellement les élus aussi, là, à vraiment mettre leur culotte puis à réfléchir à cette problématique-là, qui ne va pas se régler sur un coin de table, qui ne va pas se régler en 2 mois, mais je pense qu'on doit vraiment commencer à réfléchir. Tu sais, l'alimentation, là, c'est comme une pyramide de Maslow. Tu n'as pas d'alternative, il faut manger. On n'a pas le choix. Puis tu peux faire pousser tes tomates, là, mais... Ça a une limite assez vite, on va se le dire. On a, je pense, la même expérience là-dessus. On s'est essayé, puis on se rend compte que ça coûte plus cher de graines, puis d'entretien, puis de serre. Et de temps, surtout. Non, c'est ça. Il y a une raison pour laquelle les agriculteurs font ce métier, c'est qu'ils savent quelque chose que je ne sais point, manifestement. Écoute, c'est un dossier que c'est certain que je vais suivre là, pour moi les prochains mois. Tu sais, des procédures comme ça en cours, ça s'étend généralement sur plusieurs mois. C'est tellement des géants que c'est pas tentant de venir faire concurrence à ça. Là, dire, hey, moi, je me pars une bannière. Là, mais ce que plusieurs ont évoqué, c'est que des entreprises françaises, peut-être comme Carrefour, ou des entreprises américaines ou anglaises pourraient venir s'installer au Canada, puis avec justement la force de leur marque, des centaines de millions ou des milliards de dollars d'investissement. Donc, c'est sûr que de partir une épicerie, toi et moi, là, puis d'espérer rivaliser Loblaws à l'échelle canadienne, ça va prendre une couple d'années, mais un Carrefour qui débarquerait puis qui achèterait 12 magasins d'une shot, il serait déjà un petit peu plus dans la game. Là. On pourrait vendre ce qu'on a fait dans notre jardin, par exemple. Écoute, on se passe. Écrivez-nous. On cherche du financement. Francis Gosselin, économiste, merci et à la prochaine. À bientôt.